10 juin 1942, 23 heures. Désert de Libye, position fortifiée de Bir Hakeim, extrémité sud de la ligne de Gazala. Depuis 15 jours, 3700 soldats de la France libre tiennent ce point perdu dans le sable contre 4 divisions allemandes et italiennes du maréchal Erwin Rommel. Ils n'ont presque plus d'eau. Ils n'ont presque plus de munitions. Ils n'ont plus de vivres depuis 2 jours. Le général de brigade Marie-Pierre Koenig, commandant de la première brigade française libre, réunit ses officiers dans son abri de commandement creusé à 3 mètres sous le sable. Il déplie une carte. Il montre un couloir étroit au sud-ouest, entre 2 champs de mines. Il dit une phrase simple: « Cette nuit, nous sortons. Nous ne nous rendrons pas. » À minuit, 3700 hommes vont tenter de percer les lignes allemandes à pied et en véhicule, dans l'obscurité, à travers les mines, sous le feu. Ils vont réussir. 2700 en sortiront vivants. Bir Hakeim est le moment où la France libre a prouvé au monde qu'elle savait se battre. C'est le moment où Rommel lui-même a rendu hommage aux Français. Une seconde avant de continuer. Si ces histoires vous parlent, un abonnement à la chaîne, c'est ce qui leur permet d'exister. Appuyez sur le bouton maintenant, tant que vous y pensez. Et reprenons. L'histoire de Bir Hakeim commence 2 ans plus tôt, dans la défaite. Juin 1940, la France capitule. L'armée française est brisée. Le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. Mais à Londres, le 18 juin, un général inconnu de la plupart des Français, Charles de Gaulle, lance un appel à la radio de la BBC. Il refuse la défaite. Il appelle les Français à continuer le combat. Autour de lui se rassemblent quelques milliers d'hommes. Des soldats évadés de France, des marins qui refusent de rentrer, des légionnaires de la 13e demi-brigade rentrés de la campagne de Norvège, des tirailleurs sénégalais, des colons français d'Afrique. Ils forment les forces françaises libres. Ils sont peu nombreux, ils sont mal équipés, ils sont considérés par Vichy comme des traîtres, condamnés à mort par contumace, mais ils se battent. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère, 13 DBLE, est le cœur militaire de cette petite armée. Elle a été formée en février 1940 pour combattre en Finlande contre les Soviétiques. La guerre de Finlande finit avant son arrivée. Elle est réorientée vers la Norvège où elle combat les Allemands à Narvik en mai et juin 40. Première victoire terrestre alliée de la guerre. Puis, la France capitule. La demi-brigade rentrée en Angleterre se divise. La moitié rentre en France. L'autre moitié, environ 900 légionnaires, choisit de Gaulle et la France libre. Ils sont commandés par un homme au parcours extraordinaire, le lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari. Amilakvari est un prince géorgien, né en 1906 à Bazorkino en Géorgie, dans une famille de la noblesse militaire géorgienne. Quand l'armée rouge soviétique envahit la Géorgie en 1921, sa famille fuit en exil. Le jeune Dimitri arrive en France à 15 ans. Il entre à Saint-Cyr, l'école militaire française, comme étranger. Il choisit la Légion étrangère, seule unité française qui accepte les non-citoyens dans ses rangs d'officiers. Il sert au Maroc dans les années 30. En 1940, il choisit la France libre sans hésiter. Il déteste les totalitarismes. Il a vu le communisme détruire son pays. Il refuse de voir le nazisme détruire son pays d'adoption. Il devient l'un des officiers les plus respectés de la France libre. Le commandant de la brigade est le général Marie-Pierre Koenig. Officier de carrière, ancien de la Légion étrangère, engagé volontaire à 18 ans en 1917 pour la Première Guerre mondiale. Il a combattu en Norvège en 40 avec la 13 DBLE. Il rejoint de Gaulle en juin 40. En 1942, il commande la première brigade française libre, environ 3700 hommes, composition unique. La 13e demi-brigade de la Légion, 2 bataillons. Un bataillon de marche d'infanterie coloniale, tirailleurs sénégalais et oubanguiens. Un bataillon du Pacifique, volontaires de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie. Un régiment d'artillerie, une compagnie de fusiliers marins, des sapeurs, un détachement de la France libre venu de tous les horizons de l'Empire. La brigade Koenig est envoyée en Libye au début de 1942. Le théâtre nord-africain oppose depuis 1941 l'Africa Corps allemand du maréchal Rommel à la 8e armée britannique. L'enjeu est le canal de Suez, l'Égypte, le pétrole du Moyen-Orient. Rommel, surnommé le renard du désert, est le meilleur général allemand de la guerre. Il vient de lancer une offensive pour percer les lignes britanniques et foncer sur l'Égypte. La ligne de défense britannique s'appelle la ligne de Gazala.
Elle s'étend du bord de mer, au nord, jusqu'au désert, au sud. Le point le plus au sud de cette ligne, isolé dans le désert saharien, est une ancienne oasis à sec appelée Bir Hakeim. C'est ce point que la brigade française libre reçoit l'ordre de tenir. Bir Hakeim n'est rien. Un puits à sec, quelques ruines de fortins turcs, une étendue de sable et de rocailles caillouteuses, balayées par le vent. Aucune protection naturelle, aucun relief, aucune eau. La brigade Koenig arrive en février 42 et commence à fortifier la position. Les légionnaires et les sapeurs creusent, ils enterrent leur position de tir. Ils construisent des abris souterrains. Et surtout, ils posent des mines. Un immense champ de mines entoure la position sur plusieurs kilomètres de profondeur. Environ 130 000 mines anti-chars et anti-personnel. Les Français appellent ce champ le marais. C'est leur meilleure arme. Un char qui entre dans le marais est immobilisé ou détruit. L'infanterie qui avance dans le marais est déchiquetée. 26 mai 1942. Rommel lance sa grande offensive contre la ligne de Gazala. Son plan est audacieux. Contourner toute la ligne britannique par le sud, en passant justement par Bir Hakeim pour prendre les Britanniques à revers. La position française est sur la route directe du contournement allemand. Rommel doit la prendre pour que son plan fonctionne. Il pense que ce sera facile. Il pense que ces Français libres, cette petite brigade mal équipée, dirigée par des généraux inconnus, tiendra un jour, 2 au maximum. Il envoie d'abord la division blindée italienne Ariete. 100 chars italiens attaquent Bir Hakeim le 27 mai au matin. L'attaque italienne se brise sur le marais. Les chars Ariete entrent dans le champ de mines. Une trentaine sont détruits par les mines et par les canons anti-chars français de 75 mm. Les autres refluent. Première attaque, premier échec. Rommel est surpris. Il change de méthode. Il décide d'encercler complètement Bir Hakeim pour couper la brigade de tout ravitaillement, puis de la réduire par bombardements et assauts successifs. Il détache pour cette tâche une partie de l'Afrika Korps, la 90e division légère allemande et la division italienne Trieste, appuyée par l'aviation. Bir Hakeim est isolé. Le siège commence. Les jours suivants sont une répétition de l'enfer. Chaque matin, les bombardiers Stuka allemands piquent sur la position en hurlant. Chaque jour, l'artillerie allemande pilonne les positions françaises. Chaque nuit, l'infanterie allemande et italienne tente d'ouvrir des brèches dans le marais. Les légionnaires de la 13 DBLE tiennent les points d'appui les plus exposés. Les tirailleurs sénégalais tiennent le centre. Les fusiliers marins servent les canons. Les artilleurs français tirent sur les zones de rassemblement ennemies. La chaleur atteint 50 degrés le jour. L'eau est rationnée à 1 litre par homme et par jour, puis un demi-litre, puis un quart de litre. Les blessés souffrent atrocement de la soif. Les médecins opèrent dans des abris souterrains à la lumière des lampes à pétrole. Le 2 juin, Rommel envoie un parlementaire à Koenig. Un officier allemand s'avance avec un drapeau blanc. Il transmet un ultimatum. La position est encerclée, sans espoir de secours. La résistance est inutile. Le général allemand propose une reddition honorable. Koenig lit le message. Il répond par un seul mot. Non. Le parlementaire repart. Rommel intensifie les bombardements. Le lendemain, un deuxième parlementaire vient. Même réponse. Non. Koenig fait passer la consigne à toute la brigade. Nous tenons. Nous ne nous rendons pas. Les hommes épuisés, assoiffés, tiennent. Ils savent qu'ils gagnent chaque heure du temps précieux pour l'armée britannique qui se réorganise plus au nord. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que ces histoires comptent pour vous. La chaîne compte plusieurs épisodes de la France libre et de la Légion étrangère, réunis en playlist sur la page de la chaîne. Continuons. Le cœur du drame se joue entre le 2 et le 10 juin. La brigade est bombardée sans relâche. Les Stuka effectuent jusqu'à 130 sorties par jour au-dessus de Bir Hakeim. C'est l'une des plus fortes concentrations de bombardements aériens de toute la campagne d'Afrique du Nord. Les positions françaises sont labourées par les bombes. Les abris s'effondrent. Les véhicules brûlent. Mais la position tient, chaque assaut d'infanterie est repoussé. Le marais fait son œuvre. Les Allemands perdent des hommes et des chars à chaque tentative. Rommel, qui avait prévu de prendre Bir Hakeim en 2 jours, est bloqué depuis 10 jours. Son offensive générale contre la ligne de Gazala
est ralenti par cette épine plantée dans son flanc sud. Winston Churchill lui-même à Londres suit heure par heure la résistance de Bir Hakeim. Il envoie un message à Koenig. Toute l'Angleterre vous regarde. Le 10 juin, la situation devient intenable. Les munitions d'artillerie sont presque épuisées. L'eau est finie. Les vivres sont finis. Un dernier convoi de ravitaillement britannique tente de percer les lignes allemandes dans la nuit du 8 au 9 juin. Il est détruit avant d'atteindre Bir Hakeim. Koenig comprend que la position ne peut plus être tenue au-delà de cette nuit. Il reçoit du commandement britannique l'autorisation d'évacuer. L'ordre est clair. Sortir de Bir Hakeim, percer les lignes ennemies, rejoindre les lignes britanniques à une trentaine de kilomètres au sud-est. C'est une opération désespérée. 3700 hommes doivent traverser à pied et en véhicule un couloir gardé par l'ennemi, à travers leurs propres champs de mines, en pleine nuit, sous le feu. La sortie de Bir Hakeim commence à minuit dans la nuit du 10 au 11 juin 1942. Les sapeurs français ouvrent un passage étroit dans le marais, marquant le couloir avec des rubans blancs à peine visibles. Les colonnes se forment en silence. D'abord les blessés, chargés dans les rares camions encore en état, puis l'infanterie à pied, puis les véhicules. Koenig monte dans une voiture conduite par une jeune femme britannique, Susan Travers, ambulancière volontaire de la France libre, seule femme de la brigade. Elle conduira toute la nuit sous le feu. La colonne s'engage dans le couloir. Le silence dure quelques minutes. Puis les Allemands détectent le mouvement. Les fusées éclairantes montent. Les mitrailleuses ouvrent le feu. L'enfer commence. La percée est un chaos de feu, de sable, d'explosions. Les véhicules sautent sur les mines mal marquées. Les hommes courent à travers les balles traçantes. Les colonnes se dispersent, se reforment, avancent. Amilcar Vary, à la tête des légionnaires, guide ses hommes à travers le couloir. Les tirailleurs sénégalais, les Tahitiens du bataillon du Pacifique, les fusiliers marins, tous avancent vers le sud-est. Certains sont tués, certains sont capturés. Mais la masse de la brigade perce les lignes allemandes. Au petit matin du 11 juin, les premiers éléments français rejoignent les patrouilles britanniques dans le désert. Ils sont épuisés, brûlés de soif, hagards. Mais ils sont sortis. Sur les 3700 hommes de la brigade, environ 2700 ont réussi la percée. 1 millier a été tué, blessé ou capturé. Le bilan de Bir Hakeim est militairement une défaite tactique. La position est perdue. Les Allemands l'occupent le 11 juin. Mais stratégiquement, c'est une victoire française majeure. La brigade Koenig a tenu 16 jours face à 4 divisions de Rommel. Elle a retardé l'offensive allemande sur la ligne de Gazala de plus de 2 semaines. Ce délai a permis à la 8e armée britannique de se réorganiser et de préparer la ligne défensive d'El Alamein, où Rommel sera finalement arrêté en juillet puis battu en octobre 1942. Bir Hakeim a été l'une des causes de l'échec final de Rommel en Afrique. Sans les 16 jours gagnés à Bir Hakeim, Rommel aurait peut-être atteint le Caire et le canal de Suez. Rommel lui-même rend hommage aux Français. Dans ses carnets personnels publiés après la guerre, il écrit une phrase restée célèbre. « Rarement en Afrique on m'a donné un combat aussi acharné ». Il ajoute que les défenseurs de Bir Hakeim ont combattu avec un courage exceptionnel. C'est l'un des rares hommages qu'un maréchal allemand ait rendu à des soldats français pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la France libre, cet hommage vaut une décoration. Il prouve au monde entier que les Français savent encore se battre, que la défaite de 1940 n'était pas une lâcheté nationale, que l'esprit de combat français est intact. L'impact psychologique de Bir Hakeim en France occupée est immense. La presse clandestine de la Résistance publie le récit de la bataille. Radio Londres le diffuse. Pour la première fois depuis la défaite de 40, les Français entendent parler d'une victoire française. Une petite brigade a tenu tête aux renards du désert. Le nom de Bir Hakeim devient un symbole. À Paris, la Résistance donne le nom de Bir Hakeim à un réseau. Après la guerre, un pont de Paris sera rebaptisé pont de Bir Hakeim. Une station de métro portera ce nom. Le général de Gaulle dira que Bir Hakeim fut le moment où le monde comprit que la France libre était une force militaire réelle et non une simple fiction politique. Le lieutenant-colonel Dimitri Amilcar Vary, le prince géorgien devenu héros de la Légion étrangère, survit à Bir Hakeim. Il continue le combat.
4 mois plus tard, le 24 octobre 1942, pendant la bataille d'El Alamein, il est tué par un éclat d'obus allemand alors qu'il mène ses légionnaires à l'assaut de la position de l'Himeimat. Il a 36 ans. Le général de Gaulle dira de lui « Ami Lakvari nous a montré le chemin de l'honneur ». Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands officiers de la Légion étrangère du XXe siècle. Une promotion de Saint-Cyr porte son nom. Chaque année, les élèves officiers étudient son parcours. Un prince sans pays qui a donné sa vie pour la France libre. Le général Marie-Pierre Koenig, vainqueur moral de Bir Hakeim, poursuit une brillante carrière. En 1944, il commande les forces françaises de l'intérieur, la résistance armée pendant la libération de la France. Après la guerre, il devient gouverneur militaire de la zone d'occupation française en Allemagne. Il est nommé ministre de la Défense en 1954. Il meurt à Neuilly en 1970. Il est élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France en 1984, 14 ans après sa mort. Il est le dernier maréchal de France du XXe siècle avec Leclerc et Delattre. Bir Hakeim reste sa plus grande gloire. Susan Travers, la conductrice britannique de Koenig, la seule femme de la brigade, reste dans la Légion étrangère après la guerre. Elle est la seule femme jamais officiellement admise dans la Légion étrangère. Elle sert comme adjudant logisticien. Elle reçoit la médaille militaire, la croix de guerre, la Légion d'honneur. Elle ne parle presque jamais de Bir Hakeim pendant 50 ans. En 1996, à 80 ans, elle publie enfin ses mémoires. Elle raconte la nuit de la percée. Elle décrit comment elle a conduit à travers les balles avec Koenig à ses côtés, comment sa voiture a été criblée de 11 impacts, comment elle a foncé sans s'arrêter jusqu'aux lignes britanniques. Elle meurt en 2003 à 88 ans. Elle est enterrée avec les honneurs de la Légion étrangère. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère, héroïne de Bir Hakeim, existe toujours. Elle est aujourd'hui basée au camp du Larzac dans l'Aveyron depuis 1916. Elle a combattu après Bir Hakeim à El Alamein, en Tunisie, en Italie, en Provence, en Alsace, en Allemagne. Elle a servi en Indochine, en Algérie, à Djibouti, au Tchad, en Afghanistan, au Mali. Bir Hakeim figure en lettres d'or sur son drapeau régimentaire, à côté de Narvik, de Cameron, de toutes ses batailles. Chaque année, le 11 juin, la demi-brigade commémore la sortie de Bir Hakeim. Un légionnaire lit le récit de la percée. Puis, la Légion chante lentement son hymne. Les hommes se souviennent des 1000 camarades qui ne sont pas sortis du marais. Bir Hakeim est enseigné aujourd'hui dans toutes les écoles militaires françaises comme un cas de défense héroïque. Les élèves officiers étudient la fortification de la position, l'utilisation du champ de mines, la décision de Koenig de refuser la reddition, l'exécution de la percée nocturne. Mais la leçon principale de Bir Hakeim n'est pas tactique. Elle est morale. Une petite force mal équipée, isolée, sans espoir de victoire, a choisi de se battre plutôt que de se rendre. Elle a tenu 16 jours. Elle a gagné le respect de son ennemi. Elle a rendu à la France son honneur militaire perdu en 1940. C'est pour cette raison que Bir Hakeim compte plus qu'une victoire ordinaire. C'est une résurrection. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. La prochaine vidéo paraît dans 4 jours. Comment 50 marsouins de l'infanterie de marine ont tiré leur dernière cartouche à Bazeilles en 1870 face à toute une division bavaroise. Abonnez-vous pour la recevoir en direct. Il reste dans le désert de Libye, à l'emplacement de Bir Hakeim, quelques traces de la bataille. Le puits à sec est toujours là, les ruines du fortin turc aussi. Le sable a recouvert la plupart des positions. Mais on trouve encore, en creusant, des douilles de cartouches françaises, des fragments d'obus allemands, des restes de barbelés. Un petit monument a été érigé après la guerre par des vétérans français. Il porte une inscription simple. Ici, la France libre a tenu 16 jours contre Rommel. Le désert est vide, le vent souffle. Mais le nom de Bir Hakeim, gravé dans la mémoire française, ne s'effacera pas. 3700 hommes venus de tous les horizons de l'Empire français, légionnaires étrangers, tirailleurs africains, marins tahitiens, ont prouvé en juin 1942 que la France pouvait encore vaincre. Ils ont montré le chemin de l'honneur. C'est tout ce qu'ils voulaient.